Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le dossier des militaires et des agents des FSI retenus en otage par les djihadistes de l'État islamique lors des récents combats à Al-Cel, au cœur de la réunion du Conseil des ministres. Les États-Unis accordent une aide militaire urgente à l'armée libanaise. L'ambassadeur américain David Hale précise qu'il s'agit de munitions destinées à des missions offensives et défensives. En Irak, le Pentagone juge l'évacuation des déplacés yazidis peu probable. Une mission américaine de reconnaissance estime que la situation sur le mont Sinjar n'est pas aussi grave que prévu. Et dans ce journal, on ira aussi en Guinée qui décrète à son tour l'état d'urgence face à la propagation de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le virus a déjà tué plus d'1 millier de personnes depuis le début de l'année. C'est une bonne nouvelle pour les élèves, mais il faut encore attendre la décision du ministre de l'Éducation. Le gouvernement Salam a dit ce matin soutenir l'initiative d'Elias Boussab qui envisage la délivrance d'attestations officielles, et ce, face au refus des syndicats d'autoriser les enseignants à entamer la correction des examens officiels. À l'ordre du jour de la réunion du cabinet, il y a aussi le dossier des militaires retenus en otage par l'État islamique, alors que la troupe multiplie les coups de filet dans les milieux intégristes. Les détails dans ce reportage signé Serge Berberi. Le gouvernement ne se laisse pas intimider par les menaces syndicales. Ce matin, le Conseil des ministres a renouvelé son soutien au ministre de l'Éducation, Elias Boussab, dans le bras de fer qu'il oppose au comité de coordination syndicale. Réunis au Grand Sérail à Beyrouth, les membres de l'exécutif gouvernemental se sont prononcés en faveur de la délivrance d'attestations aux élèves qui ont passé les examens officiels. Ce qui ulcère les syndicats, notamment ceux des enseignants du secteur public, qui empêchent pour l'heure la correction des épreuves du brevet et du baccalauréat national. Ils exigent avant tout l'adoption de la nouvelle grille des salaires. Une adoption qui pourrait conduire vers la faillite générale de l'État selon les blocs parlementaires et les experts économiques. Selon eux, il serait impératif de trouver les recettes adéquates avant que le réajustement des salaires ne soit avalisé par le Parlement. La balle est désormais dans le camp du ministre de l'Éducation. Boussab avait reporté en début de semaine sa décision sur la délivrance des attestations officielles dans l'attente des résultats des négociations avec les syndicats. Mais face à l'intransigeance des protestataires qui ont redit hier leurs exigences lors d'une manifestation place Riyad El Solh au centre-ville de Beyrouth, tout porte à croire que le ministre va finalement procéder à l'émission d'attestations scolaires. Car il y a urgence, à l'approche de la rentrée scolaire et universitaire, c'est l'avenir de plusieurs milliers d'étudiants qui est menacé. Autre dossier à l'ordre du jour du cabinet, il y a d'abord celui des militaires et des agents des forces de sécurité retenus en otage par les djihadistes de l'État islamique lors des récents combats à Ersal, mais aussi celui de l'aide internationale à l'armée libanaise. Pour l'heure, aucune information relative à ces deux dossiers n'a filtré de la réunion du gouvernement. Entre-temps, sur le terrain, la troupe multiplie les opérations contre les réseaux intégristes. L'armée a mené des perquisitions dans la région de Mennié, au nord Liban. Plusieurs jeunes Syriens ont été arrêtés. Ce qui n'est pas du goût du Conseil des ulémas musulmans. Les dignitaires religieux dénoncent une campagne qui compliquerait les négociations en cours avec l'État islamique, qui retiendrait toujours en otage une vingtaine de soldats et de policiers. Pour procéder à leur relax, les intégristes réclament notamment la libération des détenus islamistes de la prison de Roumieh, avec en tête celle de Imad Hassan Jomra. Ce Syrien, présenté par certains comme affilié au Front Al-Nosra et par d'autres comme ayant prêté allégeance à l'État islamique, est actuellement poursuivi par la justice libanaise. Il est accusé avec 9 autres détenus d'appartenance à des organisations terroristes, de tentatives de prendre le contrôle de régions libanaises pour y établir un émirat, et de meurtres de militaires et de civils. Les mêmes accusations pèsent également sur 43 Syriens recherchés par les autorités. Leur dossier a été transféré au premier juge d'instruction militaire, Riyad Abou Rida. Dans sa lutte contre le terrorisme, l'armée libanaise a une nouvelle fois reçu ce jeudi le soutien de Washington. L'ambassadeur américain au Liban, David Hale, l'a confirmé ce matin à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre Tamam Salam et le chef de la défense Samir Mokbel au Grand Sérail. Lors d'un point de presse, le diplomate américain a annoncé l'arrivée dans les prochaines semaines d'une nouvelle aide américaine en munitions à la troupe. L'électricité du Liban n'est pas une ferme et nous ne sommes pas des animaux. Une déclaration signée Kamal Hayek.
C'est ainsi que le PDG d'EDL a critiqué les manifestations à répétition des journaliers qui veulent tous être inscrits au cadre. Ils protestent contre la publication d'un mémorandum qui chiffre à 897 le nombre de places vacantes. Selon la loi approuvée par le Parlement en avril dernier, le Conseil de la fonction publique doit organiser un concours pour cadrer les journaliers. Mais ces derniers, qui sont quelques 1700, refusent que la moitié d'entre eux soient exclus de l'intégration au cadre. Ils accusent par ailleurs l'administration d'avoir provoqué la ruine du secteur de l'électricité pendant 15 ans. Ces derniers jours, ils ont bloqué à plusieurs reprises des artères majeures à Beyrouth et aux entrées de la capitale. Les forces syriennes soutenues par le Hezbollah se sont presque entièrement emparées d'une localité de la banlieue de Damas. Mliha, à 10 km au sud-est de la capitale syrienne, était aux mains des combattants islamistes depuis plus d'un an. C'est une localité stratégique car les rebelles s'en servaient pour tirer des obus de mortier sur Damas. Mliha représente aussi le point d'accès vers la Ghouta orientale, une région arboricole. Ces derniers mois, les forces gouvernementales sont parvenues à repousser les rebelles autour de Damas et à consolider le pouvoir de Bachar el-Assad sur le centre de la Syrie et le long de la frontière avec le Liban. Dans un instant, quel politicien le député UMP Alain Marceau a-t-il comparé à Laurel et Hardy? La réponse après la pause. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Changement de pied de Washington face aux populations déplacées en Irak. Après l'évocation d'un possible génocide par Barack Obama, le Pentagone estime à présent que les réfugiés sont beaucoup moins nombreux et vivent dans de meilleures conditions que prévu. Conséquence, l'évacuation des minorités religieuses yézidis et chrétiennes notamment est désormais jugée beaucoup moins probable. Pourtant, d'après le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, la région montagneuse de Sinjar abriterait entre 20 et 30 000 personnes toujours bloquées sans eau ni nourriture. Quelques 7 000 yézidis s'entassent dans le camp de Zako dans le Kurdistan irakien qui ne cesse de grossir. La plupart ont marché 12 heures, parfois davantage. La Turquie, elle, a accueilli environ 2000 réfugiés. La France joint ses efforts aux États-Unis et au Royaume-Uni pour délivrer l'aide humanitaire. Paris va aussi livrer armes et munitions aux Peshmerga qui combattent les djihadistes. Et puis, suite à l'annonce faite par Paris, le député UMP des Français de l'étranger, Alain Marceau, a souligné le manque de moyens de l'armée française et se demande quel type de matériel elle va pouvoir livrer aux combattants kurdes en Irak. Il s'exprimait sur iTélé. On l'écoute. Je suis très étonné. Il y a 2 jours, le gouvernement nous dit qu'il n'est pas question de livrer des armes. On va faire dans l'humanitaire. On a livré des tentes de camping, des médicaments, etc., etc. Et puis ce matin, on apprend depuis Brégançon, j'allais dire, c'est l'appel de Brégançon, que l'on va livrer des armes. Alors, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en 2 jours? Bon, je pense qu'on a voulu répondre à une demande de l'opinion publique, tout à fait louable au demeurant. Bien sûr que je suis pour que l'on aide ces pauvres gens, mais il ne faut pas leur mentir. Alors, je vais dire, qu'est-ce qu'on va leur offrir comme armes aujourd'hui? Est-ce que la France a la capacité d'offrir des armes? Vous savez, les Peshmerga, ils ont déjà des kalachnikovs, ils ont des fusils d'assaut, etc., etc. Qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque ce qu'en fasse les djihadistes. Les djihadistes, ils ont pillé les dépôts irakiens. Ils ont des missiles, des lance-missiles, des mortiers, des obusiers. C'est du gros armement. Vous ne croyez pas un seul instant que la France est capable de livrer ce genre d'armement? Ils ont des tanks aussi. Nous n'en avons pas. Nous, vous savez, aujourd'hui, je rentre de Centrafrique et je crois qu'on est au bout du rouleau en termes de matériel. On n'a plus rien déjà pour armer nos armées. Je n'imagine pas que l'on puisse vendre ou prêter ou louer ou donner des armes à ces gens-là. Or, on est en train de créer chez eux un espoir. J'espère qu'on ne va pas les décevoir. Et je suis très inquiet. Vous pensez que c'est une aide anecdotique qui va être donnée à Mais bien évidemment, combattants? on va leur donner des vieux FAMAS, quoi, on va quand même pas leur donner des sabres. Mais nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de les armer. Nous n'avons pas un dépôt en France, un stock de chars, d'obusiers, de missiles ou de lance-missiles. Et puis il faut quand même faire attention à qui on va distribuer des armes. Vous savez que nous avons déjà un tout petit peu armé les djihadistes de Syrie. C'est-à-dire les cousins de ceux contre lesquels on va lutter en Irak. Moi, je ne comprends plus rien dans la politique étrangère de la France menée au Moyen-Orient. On a l'impression qu'on a Laurel et Hardy, à savoir M. Obama et M. Hollande, et qu'il faut absolument n'importe quoi. Il n'existe pas d'Europe de la défense et pas des affaires étrangères. Il faut tirer un trait dessus. L'Europe ne fera rien. Mais par contre, l'Europe fera la morale. Et puis, il faut dire que bon, lorsque l'Occident s'engage en général dans ces affaires moyen-orientales, on ne peut pas dire que ce soit avec beaucoup de succès si on regarde l'histoire de ces 10 dernières années. L'Amérique a fait ce qu'elle a fait en Irak, il n'y a plus d'Irak. Et il
y a des malheurs et des malheureux et des gens qui vont mourir. Nous avons fait la Libye. Vous avez vu ce qui est devenu la Libye? La Libye, c'est exactement comme l'Irak, sauf qu'il n'y a pas encore trop de djihadistes. En tous les cas, il n'y a pas de chrétiens, donc on n'aura pas forcément à intervenir. Je crois qu'effectivement, nous n'avons pas la main heureuse, nous occidentaux. Quand je dis nous occidentaux, c'est les Américains, c'est les Français, c'est les Britanniques. Je crois qu'effectivement, il vaut mieux que l'on prenne un peu de retard. Je vous rappelle qu'il y a exactement un an, enfin le 31 août, M. Obama et M. Hollande avaient décidé d'aller bombarder chez Assad pour faire rendre gorge à Assad et pour aider les djihadistes. Je ne comprends plus rien dans cette politique étrangère. Il serait temps qu'on ait une lanterne comme M. Soubise pour trouver un tout petit peu où sont nos troupes et nos intérêts. Est-ce qu'entre deux mots, si on vous suit, il faut soutenir les dictateurs, soutenir Bachar el-Assad, soutenir Saddam Hussein et faire avec? C'est ça votre logique? C'est une vraie question. Quelle est votre réponse? Oui. Quand on regarde le malheur des gens... Il faut soutenir Bachar el-Assad aujourd'hui en Syrie. Quand on regarde le malheur des gens aujourd'hui, nous avons déstabilisé des États. Nous avons déstabilisé la Libye, la Syrie et maintenant l'Irak. Regardez le malheur des gens. Je ne dirais pas qu'ils vivaient heureux sous les dictateurs. Et Assad est un dictateur haïssable. On aurait pu se passer de lui, effectivement. Il en était de même pour celui de Libye et pour celui d'Irak. Ce sont des dictateurs absolument haïssables. Regardez l'état de leur peuple, le malheur que nous avons semé, nous, Européens. Des forces spéciales britanniques se sont déployées dans le nord de l'Irak. C'est ce que croit savoir le quotidien The Daily Telegraph, qui cite la représentante britannique pour le commerce en Irak. Selon Emma Nicholson, des agents du SAS, le Special Air Service, sont dans le pays depuis environ 6 semaines et collaborent avec les forces américaines pour recueillir des informations. Le ministère britannique de la Défense s'est refusé à tout commentaire. Le cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens est censé durer 5 jours supplémentaires. Le temps de poursuivre des négociations au Caire. C'est dans la capitale égyptienne que représentants israéliens et palestiniens tentent non sans mal de se mettre d'accord. La prolongation de la trêve à Gaza a d'ailleurs été conclue in extremis hier soir, alors que la précédente touchait à sa fin. Mais ce cessez-le-feu, comme les précédents, semble bien fragile. D'ailleurs, plusieurs tirs de roquettes palestiniennes et plusieurs bombardements israéliens dans la nuit ont bien failli faire voler en éclats cette trêve. De part et d'autre, on se renvoie la responsabilité. À Gaza, la population tente de profiter de ces nouvelles heures de répit pour retrouver un semblant de vie normale. Après la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria, c'est au tour de la Guinée de déclarer l'état d'urgence face à l'épidémie d'Ebola. Conséquence, des mesures sont prises comme l'établissement d'un cordon sanitaire tenu par les services de sécurité et l'interdiction de transférer des corps d'une localité à l'autre. Les frontières entre la Guinée et la Sierra Leone sont déjà fermées depuis le week-end dernier. La Guinée est considérée comme le pays où le virus est apparu pour la première fois en mars dernier. En tout, l'épidémie a causé la mort d'au moins 1069 personnes en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, des traitements expérimentaux américains sont arrivés au Libéria. Ils doivent permettre de soigner 2 médecins contaminés et hospitalisés à Monrovia. Le Canada a aussi promis d'envoyer à l'OMS 1 millier de doses d'un vaccin expérimental qui n'a encore jamais été testé sur l'homme. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le dossier des soldats et des agents des FSI retenus en otage par les djihadistes de l'État islamique lors des récents combats à El-Sel, au cœur de la réunion du Conseil des ministres. Les États-Unis accordent une aide militaire urgente à l'armée libanaise. L'ambassadeur américain David Hale précise qu'il s'agit de munitions destinées à des missions offensives et défensives. En Irak, le Pentagone juge l'évacuation des déplacés yazidis peu probable. Une mission américaine de reconnaissance estime que la situation sur le mont Sinjar n'est pas aussi grave que prévu. Et puis la Guinée décrète à son tour l'état d'urgence face à la propagation de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le virus a déjà tué plus d'1 millier de personnes depuis le début de l'année. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.